Chers amis, bonsoir. Je vais commencer par une brève introduction qui vous permettra d'avoir un aperçu sur les objectifs du livre que je viens de publier chez l'Harmattan, Voir la conscience, une science de la liberté. Une nouvelle façon de penser, une véritable révolution conceptuelle me paraissent indispensables si l'humanité veut seulement survivre. Einstein le pensait déjà en son temps, et cela n'a jamais été aussi pertinent aujourd'hui où nous voyons sur toute la planète le mal et l'horreur se déchaîner et se disputer la une de nos médias. Selon moi, en fruit de plus de 50 ans de recherche philosophique, cette nouvelle façon de penser doit avoir pour socle l'intégration de la spiritualité dans la fabrication de nos connaissances et dans notre compréhension du monde et de la vie. C'est elle que je vais vous présenter ce soir. Je l'ai nommée la philosophie radicale, parce qu'elle se place à la racine de tout savoir. Essentiellement, cette philosophie montre la réalité de l'esprit, qu'il nous faut nécessairement, philosophiquement parlant, et de toute urgence, placer à la base de l'arbre des connaissances et de la connaissance. Que cette connaissance soit commune, celle de tout un chacun, ou celle produite par les sciences, par toutes les sciences. C'est ce que dit d'ailleurs la transdisciplinarité, pour qui aucun domaine touchant l'humain ne devrait être mis de côté dans nos démarches cognitives, ce qui permet de faire dialoguer toutes les approches, qu'elles soient classiques, traditionnelles, religieuses, artistiques ou scientifiques. J'en profite d'ailleurs pour remercier le CIRE, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, de m'avoir reçu parmi ses membres, de m'avoir accueilli ici ce soir pour échanger avec vous et de soutenir mon livre par le biais de la préface signée de son président Florent Pasquier, présent sur cette plateforme. Cette primauté de l'esprit, une valeur passablement négligée par nos sciences contemporaines qui craignent la subjectivité comme la peste. Cette primauté me conduit à proposer de réintroduire le concept d'âme, vu comme liberté créatrice dans notre vision du monde, en la redéfinissant pour l'adapter à nos connaissances actuelles et en dépassant, sans la rejeter bien sûr, la connotation religieuse qu'elle a eue dans le passé et qu'elle peut avoir encore aujourd'hui. L'intégration dans la pensée commune de la dimension spirituelle est ici rationnellement justifiée, même si elle accepte bien des aspects d'apparence irrationnelle. C'est pourquoi la philosophie radicale est tout à fait compatible avec la laïcité si chère à nos compatriotes français. Cette nouvelle vision du monde, qui s'appuie sur bien des croyances et pratiques déjà existantes, mais qui n'en retient que ce qui les rassemble, cherche à marier de façon harmonieuse et permanente deux valeurs essentielles, l'unité et la diversité. C'est déjà ce que la transdisciplinarité s'efforce de mettre en œuvre, c'est pourquoi je me sens bien dans ce réseau. Une des premières conséquences tangibles de la philosophie radicale est de développer une ontologie, une étude de l'être, qui soit cohérente et qui permet d'accorder un prix infini à la personne humaine. Sous une double condition, désacraliser l'ego et sacraliser le je. Cette distinction entre le moi, l'ego et le je est capitale pour la compréhension de la philosophie radicale et sera l'objet de ma deuxième partie, que j'illustrerai par des schémas. Désacraliser l'ego, non pas en le méprisant ni en tentant de l'annihiler, mais en le rétrogradant de la première place, qu'il a squattée trop souvent, à sa juste place, que chacun a à lui désigner, mais qui est de toute façon derrière la place accordée au « je ». Sacraliser le « je », c'est donner la première place à l'universel, au bien commun, à la responsabilité, donc à l'éthique, et au perfectionnement de soi, tels qu'ils sont mis en œuvre par chaque individu, unique et irremplaçable. Cette vision de la réalité de l'esprit, la philosophie radicale se propose d'aider à l'atteindre par le voir du voir.
Autrement dit, voir la conscience, sa propre conscience, c'est le but du livre. Par la découverte de la transcendance du je humain. Il s'agit, en très bref résumé, de passer du « je pense donc je suis » au « je pense donc l'esprit est », puis au « je suis pensé par l'esprit dont je suis une expression totalement libre ». C'est la thèse de ce livre. Par transcendance, un mot que nous n'avons pas l'habitude de prononcer dans nos causeries quotidiennes, j'entends le fait que l'origine du « je » est à placer dans une sphère totalement indépendante du monde matériel. C'est pourquoi aussi je l'ai appelé intuition spirituelle. Mais si notre « je » n'est pas objectivable par nos moyens d'investigation habituels ou scientifiques, il n'en demeure pas moins la part la plus immédiate et la plus précieuse de notre être, ainsi que l'enjeu majeur de notre destin individuel et collectif. Je commence par vous présenter le lexique que j'ai dû élaborer pour la philosophie radicale. En effet, comme tout se tient et comme tout est lié à tout d'une façon ou d'une autre, il m'a fallu redéfinir les concepts principaux, l'esprit, la réalité, le moi, l'âme, etc., qui articulent toute la nouvelle architecture. Donc, je vais vous présenter maintenant le schéma. Une théorie de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est une valeur maintenant à réinsérer dans toutes les sphères où l'on s'occupe de connaître, de comprendre le fonctionnement de l'homme et du monde. C'est-à-dire que nous avons absolument besoin de ce concept, et c'est pas simplement parce que nous en avons besoin, mais c'est parce que il est opérationnel, il existe. Ce que recouvre ce mot existe en potentialité en chaque être humain, une potentialité qu'il s'agit de reconnaître, de comprendre, de découvrir et de développer. Et donc, je vous ai parlé donc du voir, qui est le moyen de se rendre compte de cette réalité qui nous constitue, en fait, qui constitue l'espèce humaine essentiellement. Alors, très rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maintenant retraité, j'ai fait ma carrière dans le journalisme. Je me suis toujours préoccupé de la déontologie journalistique et de l'enseignement du journalisme. Donc vous trouvez là les 3 principaux ouvrages que j'ai publiés pendant toute ma carrière. Ensuite, en matière de philosophie, voilà, il y a une trilogie qui débouche aujourd'hui sur le Voir la conscience, qui vient de sortir, donc aux éditions L'Harmattan, dans la collection qui est animée par Florent, Interface et disciplinarité. Ce livre était précédé par Les droits de l'âme, pour une reconnaissance politique de la transcendance. Donc, vous voyez, je persévère dans mon idée et, disons, j'aboutis par ce livre à une construction philosophique qui permet d'aller jusqu'au bout de cette compréhension philosophique de la nécessité d'introduire le spirituel dans la société. Ensuite, là, c'est l'aspect plus personnel. L'amour n'attend pas un journaliste au temps du verbe, où je relate à la fois mon parcours spirituel et mon parcours professionnel et personnel, comment la spiritualité a transformé ma vie. Ensuite, un livre de dessin, parce que j'aime beaucoup dessiner, et le dernier, le roman La Dame aux 1000 pertuis. Alors voilà le lexique. L'être humain, que je nomme S, c'est-à-dire le sujet, c'est le moi. Le moi, c'est le je plus l'ego et le corps. Le je, c'est le moi spirituel dont je disais tout à l'heure qu'il n'a pas une origine matérielle ni terrestre. Le je n'est pas une sécrétion du cerveau, comme certains ont pu le dire, et que certains le disent encore aujourd'hui, n'est pas une production du cerveau. Pour la simple raison, déjà il y a plusieurs raisons, mais pour la première raison, c'est que nous sommes incapables, tous ceux qui affirment que le moi humain serait une production du cerveau, ils sont incapables, mais absolument incapables d'expliquer le lien du passage de la matière au spirituel.
même la neuroscience n'ont pas débouché encore sur une compréhension, et à tel point même que on a parlé du mystère, pour en faire même une philosophie, le mystérianisme qui dit que on ne peut pas et on ne saura sans doute jamais comprendre comment on peut passer du monde matériel au monde spirituel dans le corps humain, dans le moi humain. L'ego, c'est le moi psychologique et biologique, c'est-à-dire c'est le moi dans lequel s'inscrivent toutes les déterminations de l'hérédité, de l'environnement, du social, etc., etc. Et ce que je nomme le moi empirique, concret, c'est ce que nous sommes là, nous, les uns les autres, en train d'échanger entre nous, eh bien, c'est le je, et que j'illustre par une étoile de lumière pour montrer que c'est la conscience qui éclaire les choses pour chacun d'entre nous. C'est une lumière projetée sur les choses, mais c'est également une lumière grâce à laquelle les choses peuvent entrer en nous sous forme d'image. Donc ce je, c'est celui qui est à la fois émetteur et récepteur. C'est l'œil, c'est l'œil spirituel. Et la difficulté, effectivement, nous le savons bien, c'est qu'un œil ne se voit pas. Un œil ne peut pas voir sans voir. L'œil peut regarder son reflet dans une glace, mais ça sera pas lui, ça sera un reflet. Et il ne se voit jamais. Et nous verrons que cette difficulté-là est capitale pour avoir une compréhension, une représentation de ce qu'est ce jeu. Le jeu n'est pas une chose pensante, comme le disait Descartes. C'est pas une chose. Ce n'est pas un objet, ni une entité, ni un organe, ni un être, mais un acte. Et ça, c'est la particularité de cette réalité dont nous sommes constitués essentiellement, puisque le fait d'avoir conscience, c'est vraiment l'essentiel de ce qui nous représente, nous, êtres humains. Eh bien, en fait, c'est un acte, c'est-à-dire que c'est un mouvement. Ce n'est pas une chose qu'on va pouvoir délimiter, observer, définir de façon absolument concrète, précise, etc. Donc, comme je le disais, il projette de la lumière sur les choses, et c'est en même temps grâce à lui que tout ce que nous observons rentre dans notre tête et dans notre cœur, dans notre sensibilité, après avoir été traduit par le jeu. Le jeu est un traducteur des choses matérielles pour les intégrer sous forme d'images et de pouvoir ainsi soit agir dessus, soit réfléchir dessus, soit comprendre, soit pas comprendre. Enfin, disons, toutes les actions que nous avons avec le monde extérieur, et dans ce mot, je note le corps aussi. Le corps, par rapport au jeu, est extérieur au jeu, mais toutes les informations qui viennent du corps, toutes les informations qui viennent du cerveau sont traduites par le jeu et intègrent, notre base psychique que je nommerai âme, dans le sens où c'est une unité de perception, une unité d'émission de lumière qui dure dans le temps, même si cette âme clignote, puisque elle s'éteint toutes les nuits et elle se rallume tous les matins, pour la plupart d'entre nous. Donc, cette unité est en même temps un principe d'individualisation, c'est-à-dire qu'il est la base qui est offerte à chaque être humain comme possibilité de faire des choix dans sa vie pour aller dans un sens ou dans un autre. Et la philosophie radicale, elle, choisit de penser que c'est la possibilité pour l'être humain de s'épanouir, éventuellement même de parvenir à une métamorphose pour passer de l'aspect simplement et proprement physique, biologique, à un état de lumière, un état d'esprit, ce qui pose la question, bien sûr, de la vie, de l'après-vie, mais je n'en parlerai pas du tout ce soir de cet aspect-là. Je dis simplement que l'âme, ce sont les qualités que nous avons
la volonté, la foi, le raisonnement, l'entendement, le cœur de chacun d'entre nous, et qui nous permettent de faire des choix qui nous définissent de façon absolument unique, puisque toutes ces dispositions sont rassemblées dans un seul corps humain qui vit ici et maintenant, ni ailleurs, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est maintenant que les choses se passent. Alors maintenant, la notion d'esprit. La notion d'esprit, c'est très très vague. Ce n'est pas une chose immatérielle qui flotte comme ça et qui imprègne les choses comme l'air que nous respirons. C'est quelque chose, c'est pour moi, dans la définition à laquelle je suis arrivé dans ma démarche philosophique, c'est l'énergie de l'être. C'est à partir de l'esprit que tout apparaît. C'est l'origine, la cause essentielle, qui elle-même est sans cause, qui est, donc, on l'appelle être, c'est l'être. C'est l'être qui est, et c'est l'esprit, c'est l'énergie qui fait que il y a quelque chose plutôt que rien. L'esprit avec un grand E, c'est aussi la conscience universelle, le je unique. L'esprit ne se divise pas. La conscience universelle, le je unique, là je fais un peu aussi référence à l'introduction, la préface de du livre de Hegel sur la phénoménologie de l'esprit, qui disait que la vérité est sujet. C'est quelque chose qui avait fait un tilt dans ma tête. La vérité est sujet, c'est-à-dire que pour l'être humain, qui a besoin de vérité pour faire ses choix, pour bâtir son savoir, c'est essentiel, cette notion-là. Eh bien, penser que cette conscience universelle, c'est un sujet. C'est le sujet par excellence. C'est le seul sujet, d'ailleurs, véritable qui soit, puisqu'il est là depuis toujours. Étant donné que rien ne peut venir de rien. Alors, sur le plan humain, l'esprit avec un petit e, c'est cette même réalité, c'est cette même conscience universelle, c'est ce même je unique, mais qui est donc inséré dans un corps et qui anime cette conscience je. N'anime pas le moi, n'anime pas le corps, même en tant qu'esprit conscient. Même si c'est cette même énergie qui tout constitue. Et donc, le je individuel, c'est en fait est de la même nature, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas on ne peut pas déterminer, on ne peut pas avoir une origine. C'est pourquoi c'est très important de travailler sur l'origine de cette conscience pour s'apercevoir, de même que le monde, que l'origine, le Big Bang, on ne peut pas, on ne sait pas, il y a des tas de suppositions, des tas de théories, mais il a été et il apporte les choses telles qu'elles sont. Et donc, le je, quand il s'exprime, le je, il naît spontanément, c'est un acte qui s'autoproduit sans cesse, qui apparaît, c'est parfois dans le domaine de la science, on propose le thème d'émergence, c'est une énergie, une lumière qui naît d'elle-même. Et elle naît d'elle-même parce qu'elle est de la même substance que l'énergie éternelle elle-même. Et donc la conscience par rapport à l'esprit, c'est l'esprit en tant qu'il sait et qu'il se sait. C'est pourquoi je dis que la personne humaine est différente de l'animal, parce que l'animal peut être conscient, peut être sensible, peut éprouver apparemment des émotions, tout ça, mais il ne sait pas qu'il vit, qu'il fait tout cela, qu'il ressent tout ça, qu'il sait tout cela. Et c'est la différence qui fait que moi je parle de conscience spirituelle pour l'homme et non pas pour l'animal. La réalité est la réalité. Et là, je fais appel un petit peu à ce que le physicien Bernard d'Espagna, qui avait été directeur d'un laboratoire
de physique quantique et de sciences des particules à l'université d'Orsay. Il avait fait un livre qui s'appelait À la recherche du réel, et il parlait du réel voilé. Il disait que ce que nous voyons, en fait, ce sont des phénomènes, ce sont des apparences, mais qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a une réalité qui est au-delà et ailleurs que cette apparence. Donc cette réalité-là, dont on perçoit des signes, dont on peut éprouver la présence, dont on peut imaginer la nécessité, c'est la réalité avec un grand R, et on peut l'appeler l'être, le tout, là, on peut l'appeler Dieu si on veut. Il n'y a pas d'empêchement à ce niveau-là. Donc, cette réalité englobe aussi bien l'esprit conscience dont nous sommes habités que la matière dans laquelle cette conscience palpite et agit et se développe. La réalité avec un petit r, c'est tout ce que nous percevons, donc la matière, les apparences, les sensations. En fait, c'est ce que Kant appelait les phénomènes, et ce que la phénoménologie maintenant reconnaît comme étant la réalité de tous, c'est-à-dire ce qui nous apparaît, ce qui peut être décrit par des différents moyens d'investigation. Donc l'être, la substance du monde est la réalité, et l'apparence du monde est la réalité. Bien sûr, cette réalité contient la réalité, avec un petit r. Mais la réalité avec un petit r, si elle n'a pas conscience que ce qu'elle vit, ce sont des phénomènes essentiellement, et que ce n'est pas la réalité absolue, eh bien, elle ne capte pas cette dimension de la réalité avec un grand R, et c'est malheureusement ce qui est très fréquent, ce que l'on voit très très souvent dans différentes sphères, à la fois du monde habituel que dans le monde spécialisé, scientifique. Ensuite, la différence entre être et exister. Être, donc à l'origine, est constitutif de tout, nous venons de le voir, et pour nous, c'est la substance qui est la seule, c'est un peu là, je parle un peu en spinoziste, hein, il n'y a qu'une réelle essence, une réelle substance, c'est l'être, c'est pour lui, il disait Dieu ou la nature, hein, Deus sive natura, c'est-à-dire que qu'on regarde la nature ou qu'on pense à Dieu, c'est la même chose, c'est le même être qui constitue toute chose, mais sous des formes ou des attributs différents, qui fait qu'on peut apparemment les distinguer. Donc c'est l'énergie qui fait que les choses sont telles qu'elles sont, parce que pour que les choses soient au présent, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, c'est quelque chose qui est constamment animé, qui est produit sans cesse, qui est recréé, je dirais, d'une certaine façon en permanence. Tandis qu'exister, donc du verbe du latin ex sistere, c'est-à-dire se tenir en dehors d'eux, c'est, je dirais, ce qui est la chose produite par l'être, mais sans sa substance. Donc c'est pour ça qu'elle peut paraître vide de réalité avec un grand L, vide de divinité, vide de spiritualité, etc. Mais c'est quand même l'expression de l'être. Donc il y a quand même cette unité, tout en sachant qu'entre l'existence et l'être, il y a une différence entre l'éternité et l'éphémère. Et nous sommes bien placés pour savoir que l'éphémère nous constitue dans tous les domaines de perception que nous avons. Donc l'existence équivaut aux phénomènes, aux apparences, à tout ce qui est visible ou mesurable, là je fais référence à la science, à tout ce que nous appelons communément la matière ou la réalité. Donc ce que je dis, c'est que quand on voit ce tableau-là, la matière n'existe pas en tant que telle. Ce qui est, en tant que tel, c'est seulement l'être. La matière est une forme qui a été mise en œuvre par la réalité avec un grand R. Une forme qui peut évoluer, qui évolue, qui est plus ou moins longue dans le temps, et tout ce qui la constitue est de l'ordre de l'éphémère, du temporaire, sujet à évolution, sujet à modification, et surtout destiné à disparaître.
Donc, quand on représente le moi, je vous disais, il y a le corps, l'ego et le je. C'est l'ensemble qui se forme ici. Ça peut représenter le corps. Donc l'ego, le moi émotionnel, psychologique, biologique, dont je parlais tout à l'heure, et le je, qui est cette lumière de la conscience, qui est orientée vers. On parle toujours de conscience de quelque chose, de quelqu'un. La conscience sans le de, on ne sait pas ce que c'est. On peut pas imaginer, on peut pas comprendre ce que c'est. Et donc, dans ce schéma-là, je représente notre communauté qui est séparée par le fait que nous sommes dans un corps qui est différent du tien, qui est différent de l'autre, et ces corps nous apparaissent comme des réalités totalement indépendantes, ce que le philosophe Leibniz nomme sous le terme de monade, la monade qui dit être sans porte ni fenêtre, c'est-à-dire que cette conscience que j'ai quand on est ici, ce qui se passe là à l'intérieur, personne, hormis moi, peut voir ce qui s'y passe, sentir ce qui s'y passe. Donc je ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi ou d'autrui. Je peux avoir des effets, je peux avoir des expressions que tu me donnes, qui peuvent me toucher ou non, mais à l'intérieur de moi, je ne suis qu'esprit, que conscience, je ne suis que lumière. C'est pour ça que je dis que c'est un monde totalement indépendant, totalement à part, qui n'a aucun lien repérable entre lui, ce moi-là, ce je, et tout le reste du monde qu'on appelle matériel. Et dans ce jeu, pourtant, il y a le monde entier. Ce que nous faisons ce soir, en fait, c'est que j'exprime ce qui se passe en moi, ce que je comprends, par la grâce des vibrations du corps et de la nature. Vous captez ce que je vous dis, ça descend dans votre tête, dans votre cœur, mais vous n'êtes pas en moi, vous savez pas, vous pouvez pas voir ce qui s'y passe. Et je suis totalement incapable de sortir de moi. Par exemple, on parlait avec une amie de la sortie du corps, par exemple, et des expériences de sortie du corps ou d'expériences de mort imminente où on a l'impression que le moi peut se balader en dehors du corps. Mais ce moi qui se balade en dehors du corps, même dans ce cas-là, c'est toujours le moi. C'est toujours cette conscience. Et dans cette conscience, et cette conscience peut voir son corps, etc., mais ça change rien au fait que elle est enfermée dans une bulle, dans une sphère, que on peut aussi voir comme un œuf. Un œuf, et c'est particulièrement intéressant d'imaginer un œuf, puisque dans l'œuf, il y a un germe de vie future qu'on peut identifier chez l'homme comme l'âme qui est le germe de vie future qui se trouve en chacun de nous et que nous pouvons épanouir ou laisser se scléroser. Et je crois que notre société très matérialiste, ne se préoccupant pas de son âme, les individus de cette société étant indifférents à toutes ces notions de subjectivité, en général, il y a des exceptions heureusement, eh bien notre société ne comprend pas quel est le moyen de communiquer entre nous de façon harmonieuse, et ce sont, comme ici, des êtres qui soit sont indifférents les uns aux autres, soit s'opposent pour acquérir telle ou telle force, territoire ou autre. Donc je reprends, sur la gauche, vous avez ici le schéma de l'image précédente, et ici donc, une représentation du fait que la partie grisée, c'est la partie qui est essentielle pour le fait que nous ayons cette conscience des choses. Et la plupart du temps, on ne fait pas la distinction ni entre le je et l'ego, ni entre l'ego et le corps. C'est le moi
qui nous intéresse. Moi, toi, on s'embarrasse pas de ces détails. Or, pourquoi j'ai mis cette partie en grisé? Parce que, en fait, elle est au cœur du moi, et c'est elle qui nous donne accès à l'invisible. C'est parce que le jeu a une source en dehors de la matière, en dehors de tout ce qui est mesurable, définissable, perceptible en tant que tel. Mais il est là, ce jeu, il est bien là, et en fait, il est le témoignage du fait que c'est l'esprit lui-même qui s'exprime par chacun de nous, mais selon nos choix, selon nos orientations, selon nos désirs, selon nos valeurs. En fait, c'est comme si nous avions un prêt divin. Il nous est prêté une disposition divine, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience et de pouvoir vouloir. C'est quelque chose qui n'existait pas apparemment à l'origine de notre univers, mais qui est apparu un jour et qui nous permet de prendre des décisions et d'être responsable de ce que nous faisons de nous-mêmes et de ce que nous faisons dans le monde, et avec et pour ou contre les autres. D'où la question de l'éthique, de la morale, qui est en passant la seule particularité que Darwin, à l'origine de la théorie de la sélection naturelle, reconnaissait à l'homme comme une spécialité qui n'appartenait qu'à notre espèce. Et donc, voilà le schéma. Nous voyons ici donc notre moi constitué du corps, du jeu et de l'ego, mais j'ai placé le jeu là avec une majuscule, le grand jeu et le petit jeu. Le grand jeu constitue le petit jeu. Le petit jeu est de la même nature que le jeu incréé, éternel, du sens de l'être dont nous avons parlé tout à l'heure. Et toutes les parties là avec des tirets, c'est pour indiquer que ce jeu est constitutif de tout le reste, de tous les autres. D'autant, en fait, tout ça c'est universel. Tout ça, ça n'appartient que à moi. Il n'y a que moi qui vois, qui pense, qui sait, qui veut. Personne d'autre peut entrer là-dedans. Comme si c'était une sorte de bathyscaphe au milieu de la mer étant l'esprit, la réalité avec un grand R. Mais dans cette réalité, il y a une séparation qui est faite dans laquelle je peux croire que je suis séparé de l'esprit d'une part et des autres. Et des autres, je ne suis réellement uni que par l'intermédiaire du jeu, du grand jeu. C'est cette universalité que nous pouvons reconnaître qui fait que nous pouvons communiquer entre nous de façon harmonieuse, constructive et épanouissante. Et l'intuition spirituelle, donc, c'est l'acte de conscience que je vous invite à faire pour ceux qui ne la connaissaient pas, mais certains ont déjà pas mal avancé sur ce chemin. L'intuition spirituelle permet de faire que cette réalité invisible, qui est à la source de ce qu'il y a de plus précieux en moi, m'apparaisse, que je puisse la voir, alors pas avec des yeux de chair, avec les yeux de cette conscience qui m'est prêtée, qui me sera retirée, selon l'usage que j'en ferai. Et c'est un acte très éclairant, illuminant, que j'ai fait après avoir eu une approche spirituelle bouleversante qui m'a réconcilié avec l'idée du divin. J'ai voulu progresser jusqu'à découvrir que philosophiquement, cette réalité de l'esprit, si on la débarrasse de toutes les connotations dogmatiques, institutionnelles, religieuses, classiques, etc., traditionnelles, eh bien, cette réalité peut être partagée, elle peut être vécue, elle peut être éprouvée, elle peut être manifestée. Et donc c'est très important pour soi de reconnaître que ce que j'ai de plus précieux en moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas l'auteur et qui n'est pas
moi apparemment dans le sens où quelque chose m'appartient, je me suis approprié mon jeu. Mais ce jeu n'est pas moi. Par moi-même, je suis absolument rien. Je suis fait jeu par le grand jeu. Et si je reconnais cela, alors le grand jeu peut exprimer, parce que je le veux, parce que je l'ai désiré, parce que par ma liberté je l'ai voulu, peut exprimer de sa véritable nature. Ce qu'on peut remarquer dans le cours de l'histoire, soit certains grands mystiques, soit les génies, que ce soit musicaux ou scientifiques ou littéraires, qui ont manifestement témoigné d'une réalité plus haute qui n'était pas donnée à tout le monde, parce que le grand jeu, tel que je le comprends, manifeste son désir de s'exprimer par nous, il le fait par certains pour illustrer que c'est possible. À chacun de nous, après, en prenant conscience de cette dimension créative universelle, de pouvoir y adhérer, l'épouser, et faire en sorte qu'il y ait du changement, une transformation qui permette une réalisation harmonieuse de notre existence personnelle et collective. Là, je donne une autre image pour montrer ce que je viens de dire, c'est que ce qui est en violet ici, c'est le grand jeu. Ce qui est en violet ici, c'est le petit jeu. Là, il y a du violet partout, il y a du grand jeu partout, là, il y a du grand jeu, mais ce grand jeu est lié par moi, sujet en tant que moi biologique ou psychologique, et par mon corps. Mais mon jeu, il est là. Et mon jeu, il est partout. Il n'y a qu'un seul jeu, en fait, qui peut se diversifier selon les choix que font à l'intérieur des corps les différents jeux qui se côtoient. Donc, on a dans la phase de cette liberté qui permet, c'est pour ça que j'affirme pour moi, hein, dans mon usage, que cette liberté est totale, si je la comprends comme liberté d'agir dans sa propre sphère, dans le bathyscaphe dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la pensée est totalement libre quand elle est face à elle-même. C'est-à-dire quand elle sélectionne ses choix, ses pensées, quand les pensées sont envoyées par le corps, par la société, et mon jeu peut sélectionner, par exemple, des pensées de foi, ou des pensées de peur, ou des pensées de prestance, de prestige, d'orgueil, ou etc., etc. C'est au départ un choix de pensée, un choix de valeur. Donc le jeu, je le dis, opte sans cesse. Comme le disait notre cher Jean-Paul Sartre, je suis condamné à être libre. Oui, parce que mon jeu est volonté, une volonté qui est l'expression pure d'une énergie qui n'a pas de limite définie. C'est a priori illimité. On ne sait pas ce que peut le jeu. Tout dépend de l'énergie avec laquelle on va déployer notre activité pour faire correspondre nos actes avec nos valeurs. Tout dépend de notre enthousiasme ou de notre besoin de bien face au mal, de bien face à la souffrance. Je peux me croire limité par des souffrances qui s'imposent à moi, mais je peux penser qu'il y a en moi cette énergie de lumière dont tout l'univers est constitué, mais que je peux utiliser pour l'entretien et la multiplication de la vie, et donc pour soit mon propre état, soit pour pouvoir passer la frontière de l'apparence physique, agir dans le corps ou le cœur de l'autre, d'autrui, par exemple les guérisons spirituelles. Il y en a eu d'énormes exemples dans l'histoire, et encore aujourd'hui. Donc ça s'explique par le fait que le jeu qui rencontre un autre jeu, il rencontre la même substance, et étant donné que c'est le grand jeu qui anime tous les petits jeux, si un petit jeu croit et opte pour vouloir la vie, pour vouloir le bien, eh bien le grand jeu qui lui a créé, on le voit, l'univers pour manifester la beauté
et le besoin de donner et de multiplier la vie, eh bien, il répond. Donc on a le choix, en fait, y compris de ne pas choisir de conception du monde. Mais à la base de toute philosophie, à la base de toute démarche cognitive, au départ, avant même, il y a toujours une valeur. Parce que le jeu est liberté. Je choisis d'avoir une conception du monde qui donne au monde une origine spirituelle ou qui dit que tout n'est que matière et hasard. Ça, c'est un choix intérieur. Et après, je vais développer une pensée qui va plus ou moins corroborer, suivant l'honnêteté intellectuelle qui m'anime, mais je peux faire en sorte que ce que je vais découvrir va conforter ma vision de départ, alors que le véritable travail spirituel, c'est d'être toujours ouvert à la nouveauté, à ce qui peut se produire, en sachant qu'on ne se limite pas à ce qu'on voit. Que Basarab Nicolescu, qui est le fondateur du CIRE, et qui a beaucoup travaillé, qui était un physicien aussi, qui avait beaucoup travaillé sur la transdisciplinarité, parlait des différents niveaux de réalité. Si on se place sur un niveau de réalité horizontale, eh bien, on voit beaucoup d'impossibilités, on voit beaucoup de frontières. Tandis que si on pense qu'il y a un niveau de réalité ailleurs, différent, que ce soit au-dessus ou ailleurs, eh bien, on peut saisir d'autres perceptions, et c'est une liberté beaucoup plus grande qui s'offre à nous tous. Donc, l'intuition spirituelle, là, ouvre une créativité infinie et la fraternité réelle. Il n'y a pas de fraternité sans cette compréhension que nous sommes un en tous et tous en un, qu'il y a une réalité qui nous habite au plus intime de nous-mêmes, qui est la même réalité qui anime quiconque je peux rencontrer. S'il n'y a pas cette notion d'unité, d'universalité, je ne vois pas comment on peut réorganiser nos sociétés. Ce n'est pas avec la gauche, la droite, le centre, la dictature ou la démocratie. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant, qu'il faut trouver une dimension pour soi-même, pour être confiant, pour savoir qu'on a une route sur laquelle des chemins infinis nous sont offerts, mais à la fois rassurant en sachant que l'être humain, c'est un autre moi-même que je peux rencontrer, que je peux aimer ou non. Et c'est donc là qu'il y a une éthique qui se trouve à la base même, au début même de tout cheminement de construction d'un savoir. Et donc là, je termine, la singularité, le je s'unit librement à l'universel, alors il s'individualise, épanouissant son âme. Il peut ne pas le faire. Il peut profiter de sa vie simplement en disant je cherche mon intérêt, je dirais immédiat ou approximativement à ma famille ou à mon pays. Bon, le sort du monde, le sens de la vie, tout ça, c'est tellement flou que beaucoup ne s'en préoccupent plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le droit, le temps, le luxe de ne pas réfléchir à ce que nous faisons ensemble et de ne pas réfléchir à cette dimension d'universalité qui nous réunit et qui est la spiritualité. Donc là, je parlais tout à l'heure des deux alternatives. Soit, au départ de sa pensée, chaque être humain est amené à choisir une vision de l'univers, une vision du monde. Soit il pense, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains, surtout dans les sociétés occidentales, que le monde n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de cause ni de finalité à tout cet univers. Soit je pense que s'il y a un sens, c'est qu'il y a l'esprit qui l'a voulu. Il y a l'esprit qui est l'être, qui a voulu être et qui a voulu engendrer toute cette réalité. Et je dirais que en fait, le sens de la vie donné par l'univers, c'est de me proposer, de m'inviter à donner moi-même le sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens qui s'impose à nous définitivement a priori, c'est le don de l'esprit qui me dit, si tu le veux, tu es un créateur comme moi, alors vas-y,
montre-moi ce que tu veux. Et c'est à partir de là qu'on peut choisir des valeurs qui soient soit individuelles, soit universelles et donc fraternelles. On a donc ainsi le choix entre une vie, j'appelle ça la vision naïve, c'est la vision commune, hein. Nous sommes dans des corps séparés les uns des autres et nous avons des frontières entre nous. Et on sait bien que si, par exemple, cette bulle-là trouve que cette frontière est mal placée et qu'il veut la mettre là, ben il fera ce qu'il voudra pour imposer son point de vue, mais sans aucune, attention à ce qui se passe à l'intérieur des autres moi, dont il ignore absolument tout. Donc nous vivons soit dans l'indifférence, soit dans l'opposition. Et c'est ce que je peux appeler, c'est l'ère de l'hominien, que nous sommes encore tous, plus ou moins, à des différents niveaux. Et là, pour l'autre, c'est la vision holiste, c'est la vision, je crois pouvoir en tout cas la traduire ainsi, de la transdisciplinarité, c'est que la frontière entre les bulles, entre les corps, entre les moi humains, ne sont pas des frontières réelles, celles du corps, si je me place sur le plan de la croix de lumière qui habite en chacun. Et qui fait que cette croix de lumière, en fait, elle habite chacun, elle fait disparaître les frontières, et si elle rayonne, elles se touchent les uns les autres, toujours par le biais de l'esprit, par le biais de l'unité de l'être qui nous constitue, qui nous anime. L'esprit constitue la lumière de la conscience de chaque être conscient et les relie tous entre eux. Et on arrive donc à la diapo finale. Donc le fameux Enkaipan des Grecs, tout en un. C'était une réflexion philosophique qui a traversé toutes les traditions. Et de nombreux philosophes se sont attelés à essayer de résoudre ce mystère, de pouvoir voir comment on peut à la fois imaginer un esprit tout-puissant qui est tout, et puis une diversité et des individualités dans ce tout, qui ne soit pas ce tout, mais qui soit quand même à l'intérieur de ce tout. Et donc là, ce que je propose de penser, c'est que chaque jeu conscience s'unit et tout et s'individualise. C'est pour ça que chacun de nous est représenté sous une forme différente. Alors, il y en a certains qui se ressemblent un petit peu, là, tous ces cercles-là, comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à être un peu différents, à avoir bâti telle ou telle qualité, qui ont tel ou tel défaut. Mais il y en a d'autres qui ont voulu être beaucoup plus originaux et qui se sont donné des formes vraiment inimaginables, parce qu'ils ont compris que cet enchevêtrement, cette toile de fond, cette architecture d'étoiles à 8 branches diversifiées, c'est la possibilité de créativité que possède chacun. Voilà, alors là j'en ai terminé pour cet aspect-là. Je ne sais pas si on est quoi. Oui, on a encore un petit peu de temps. Donc pour ce que je disais tout à l'heure, l'esprit n'est pas une sécrétion de la matière, il est à la fois partie du tout et tout englobant, ce qui me permet de dire qu'il émerge de la matière apparemment, mais beaucoup pensent que c'est la réalité matérielle des choses, que l'esprit est une sécrétion de la matière, mais en fait, il émerge visiblement de la matière, mais il la constitue, il l'anime et l'englobe. Et pour comprendre un petit peu cette torsion intérieure-extérieure, il y a ce fameux anneau de Mobius, dont une représentation a été construite et mise dans un parc suisse. Vous le connaissez tous, hein, et que si vous mettez un doigt sur une surface, vous verrez qu'il n'y a qu'une seule surface. Le doigt fait tout le tour et il n'arrête jamais, il passe pas d'un côté de l'autre, il est tout le temps suivre son chemin. Et ben ça, c'est la possibilité d'intégrer l'esprit, la matière dans l'esprit, tout en étant un esprit apparemment en dehors de la matière.
Et pour terminer, un petit clin d'œil à la transdisciplinarité, qui allie en l'individu ce qui a été souvent opposé, le cœur et la raison, ainsi que la science contre la foi. Il y en a qui se positionnent pour le cœur et non pour la raison, d'autres pour la raison et bon, le cœur ça les intéresse pas trop, d'autres disent il y a que la science et que la foi ça n'a rien à voir, hein, que c'est un autre monde, et puis d'autres qui disent mais non, la foi et la science peuvent aller dans le même sens, signifier quelque chose pour l'humain, parce que lui, de toute façon, l'être humain, lui, ben, il intègre toutes ces dimensions-là, et le fait de pouvoir les intégrer harmonieusement, y compris dans un savoir, eh ben c'est très important pour nous tous. C'est pour ça que je dis, donc toutes les approches cognitives, hein, que ce soit scientifique, la physique classique, la physique quantique, les traditions, la culture, les arts, etc., tout a vocation, toutes ces approches ont vocation à exprimer quelque chose de l'humain si on garde toujours la relation entre le un et le tout. Et donc c'est ce livre qui vous permettra d'aller plus loin si ça vous intéresse, donc qui est disponible dans toutes les bonnes librairies comme on dit.